Jean-François qui va nous parler du dépistage du cancer colorectal dont il est plus ou moins à l'origine dans le département. Merci Stéphane, merci Didier pour cette invitation. Je suis très heureux d'assister à cette conférence cet après-midi. On a commencé par un sujet vraiment très intéressant, très important, très bien présenté en termes de prévention sur les cancers ORL. Et vous allez voir que dans le cancer du côlon, il y a quand même quelques similitudes, notamment en termes de frilosité des Français, et je le constate aussi vis-à-vis de la prévention. Alors, je vais vous démontrer que le dépistage du cancer du côlon, c'est un outil de prévention. Et en effet, vous voyez qu'il existe deux types de tests de dépistage des cancers. Il y a des tests de diagnostic précoce, purement, comme la mammographie, comme se faire doser le PSA quand on est un homme pour sa prostate. Dans un futur proche qui a commencé à faire des scanners thoraciques faible dose chez les fumeurs pour détecter des petits cancers du poumon. Donc ça, c'est du diagnostic précoce. Et puis, il y a des tests de diagnostic précoce et de prévention, et c'est le cas pour le cancer du col de l'utérus, le frottis du col, comme on l'a dit, qui pourrait disparaître si tous nos enfants et petits-enfants dès la puberté se vaccinent. Et puis, il y a les tests de dépistage du cancer colorectal qui, eux aussi, assurent un diagnostic précoce, mais aussi une prévention. Alors, voilà. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez comment on dépiste le cancer colorectal ? La coloscopie, j'entends. Alors voilà, le prélèvement des selles. Alors c'est ce test-là, c'est cette enveloppe que certains d'entre vous, je l'espère, ont demandé à leur médecin ou ont demandé à leur pharmacien ou ont commandé en ligne. Et donc, je dis ça parce que très souvent, quand on parle de dépistage, la réaction c'est de dire « Ah, je n'ai pas eu encore le courage de boire mes 4 litres d'eau plus ou moins salée pour faire une coloscopie. » Mais on ne vous demande pas, sauf si vous êtes à risque élevé de ce cancer, de faire systématiquement des coloscopies. Le dépistage, il commence chez les assurés à risque moyen, que nous sommes peut-être nombreux dans la salle, c'est-à-dire qui ont déjà soufflé leurs 50 bougies, c'est de faire ce test sur les selles, ce test de recherche de sang microscopique sur les selles. Et c'est si on retrouve du sang microscopique dans les selles que là, on fera une coloscopie. Vous voyez que le test, on considère au seuil utilisé en France qu'il est positif chez 3 à 4% des assurés de 50 à 74 ans qui font ce test. Et là, dans ce cas, on doit faire une coloscopie. Et je déflore tout de suite le sujet. Ce qui est frappant, c'est que quand le test est positif, ça ne doit pas d'ailleurs nous inquiéter excessivement, parce que bien sûr il va falloir faire une coloscopie, mais cette coloscopie, le plus souvent, qu'est-ce qu'elle va trouver ? Elle va trouver une lésion bénigne, une lésion précancéreuse, qui est l'adénome, ce qu'on appelle vulgairement le polype adénomateux. Donc, une fois sur deux, la coloscopie, dans ce cas, va trouver un polype bénin que le gastro-entérologue sait facilement enlever au cours d'une coloscopie, parfois un peu plus difficilement, s'il est gros, s'il a une forme particulière. Donc ça, c'est des polypes. Ces polypes, 2 fois sur 3, ce sont ce qu'on appelle des adénomes avancés, c'est-à-dire des polypes qui sont gros, qui font plus d'1 centimètre, ou qui présentent de la dysplasie et qui sont à risque de se cancériser rapidement. Donc on rend un service énorme à l'assuré qui a fait ce test en lui enlevant cet adénome avancé. Vous voyez que sur 100 tests positifs, donc 50 adénomes et 6% environ de cancers. Mais ce sont des cancers, ces cancers dépistés, ce sont des cancers qui sont, dans la majorité des cas, des cancers très précoces et qui vont être, comme dit la pub de l'INCa, facilement guéris 9 fois sur 10, comme on dit pour la mammographie, pareil.
et au prix, et souvent par des traitements très simples. Parfois d'ailleurs, c'est l'ablation sous endoscopie du polype qui a une zone de cancer en surface. Cette seule ablation, parfois, est suffisante pour assurer une guérison complète et définitive. Voilà. Alors, ce cancer du côlon, c'est un cancer qui est fréquent, meurtrier, encore meurtrier malgré tout ça, très mal connu, et ce qui est embêtant, c'est que c'est un cancer qui est hautement évitable. Donc vous le voyez sur la diapositive, c'est le 3e cancer le plus fréquent en France, avec plus de 47 000 nouveaux cas par an. C'était 30 000 dans les années 90, vous voyez qu'il y a une augmentation importante. Cette augmentation, c'est une augmentation du nombre de cas. Mais comme le nombre de médecins et d'infirmières n'augmente pas, ça pèse sur le système de santé. En termes d'incidence, c'est-à-dire du nombre de cas rapportés au nombre d'habitants, comme notre population a augmenté, l'incidence, elle est stable, voire même chez l'homme en légère diminution. C'est aussi le 3e cancer le plus fréquent dans le monde, 1,9 million de nouveaux cas par an. C'est la 2e cause de mortalité par cancer en France, avec un peu plus de 17 000 décès, 5 fois plus que les accidents de la route, je vais y revenir. Et dans le monde, c'est près d'1 million de décès par an également, même si les progrès des traitements ont considérablement évolué et se sont perfectionnés. Voilà. Alors, 17 500 décès par an, c'est actuellement 5 fois plus que les accidents de la route, mais il faut se rappeler que dans les années 70, quand on roulait à tombeau ouvert sur la Nationale 7 en décapotable, il y avait, sans limitation de vitesse, il y a eu jusqu'au pic 18 000 morts annuels. On a pris, je crois que c'était en 72, on a pris des mesures drastiques en termes de limitation de vitesse, ceinture de sécurité, et on est arrivé actuellement à ce qu'il y ait encore 3 000 ou 3 500 morts par an, mais vous voyez, c'est quand même mieux 3 000 que 18 000. Eh bien, on pourrait faire à peu près la même chose pour le cancer du côlon si on arrive à convaincre, et vous serez, je l'espère, des ambassadeurs de ce dépistage, si on arrive à convaincre nos concitoyens à mieux se dépister. Alors, je disais que ce cancer est mal connu, peut-être à cause du fait qu'il n'est pas genré, comme on dit actuellement, c'est-à-dire qu'il atteint autant les hommes que les femmes. Vous voyez que le cancer du côlon, chez l'homme, il est responsable de plus de morts que le cancer de la prostate, dont on parle beaucoup plus. Et chez la femme, il y a presque autant de femmes qui meurent d'un cancer du côlon, c'est quelque chose comme 9 000 par an, je crois 8 000 par an, et le cancer du sein, c'est 12 000. Donc c'est une cause, je dirais, de mort chez la femme qui est significative, et très significative. On a fait une conférence là au mois de mars, dans le cadre de Mars Bleu, une patiente est venue témoigner en disant « mais je recevais l'invitation pour le dépistage, mais je ne me sentais pas concerné. » Voilà. Eh bien, voilà, donc le dépistage ne se résume pas à la coloscopie, et ce cancer atteint les deux sexes, et c'est pas pour ça qu'il faut se bander les yeux et ne pas en parler. D'autant que ce cancer, on peut l'éviter, on peut en éviter un nombre colossal. Alors déjà, il y a de la prévention primaire qui est, je dirais, agir sur notre hygiène de vie. Globalement, vous le savez peut-être, il y a 40% des cancers en France, des 400 000 nouveaux cas de cancer en France, qui sont évitables en agissant sur l'hygiène de vie. Eh bien, pour le cancer du côlon, c'est 50% des cancers qui sont évitables si on lutte contre la sédentarité, la nutrition inadaptée, l'alcool, là aussi, et le tabac. Alors l'alimentation, ça va être traité dans l'exposé suivant, mais bon, c'est pas un scoop de dire qu'il ne faut pas trop manger de viande rouge et qu'il faut plutôt privilégier les légumes, les fruits, les fibres et même le calcium qui est protecteur pour le cancer du côlon. Ah. Je ne sais pas vers où il faut cliquer.
Je ne sais pas si en régie vous pouvez avancer, voilà, parce que j'ai l'impression que la télécommande ne fonctionne plus. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, bien sûr, mais c'est aussi l'activité physique. Et vous voyez mal sur cette diapositive que l'activité physique réduit d'environ 25% le risque de cancer du côlon. C'est aussi le cas, ça réduit bien d'autres risques, le risque de cancer du sein et bien d'autres. Ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, même ça permet de réduire les troubles anxieux, le risque de maladie d'Alzheimer. Enfin, donc c'est vraiment un remède contre beaucoup de maladies. Diapositive suivante. Et donc, quand on a une mauvaise hygiène de vie ou quand on a des facteurs prédisposants et qu'on est obèse, eh bien on a un risque de cancer du côlon qui augmente de 40% environ. Et l'obésité dans notre pays, malheureusement, est en forte augmentation et elle a doublé en fréquence ces 20 dernières années. Donc la sédentarité et la malbouffe sont nos deux principaux ennemis. Diapositive suivante. Et il ne faut bien sûr pas oublier l'alcool, hein, ça fait partie de l'alimentation, et l'alcool, donc c'est au maximum 2 verres par jour et au maximum 5 jours par semaine, donc il faut trouver les 2 jours où on n'en boit pas du tout, et il faut se restreindre, si on boit de l'alcool, à en boire pas plus que dans ces proportions, et surtout, bien là encore, le tabac, puisque curieusement, le tabac et l'alcool donc, ont une action spécifique pour faire grossir et se transformer les polypes en cancer. Diapositive suivante. Alors voilà, ça c'est la diapositive clé, je dirais, c'est de bien comprendre que, en dehors du cas particulier des maladies inflammatoires de l'intestin, du côlon, c'est un polype bénin qui grossit et qui met en moyenne une dizaine d'années lorsqu'il doit se cancériser pour se transformer en cancer. Il passe par le stade d'un polype, d'un adénome avancé, c'est-à-dire d'un gros polype ou d'un polype avec de la dysplasie, et ensuite il se transforme en cancer. Donc, si on détecte ces polypes, eh bien on peut en faire l'ablation au cours d'une endoscopie. Vous avez ici des vues endoscopiques, et on peut ainsi éviter l'apparition ultérieure d'un cancer. La suivante. Voilà. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, je vous ai donné les 2 tests de dépistage principaux, c'est la coloscopie, l'endoscopie d'un côté ou le test immunologique de l'autre. Alors en France, on a opté pour passer par le test de sélection, c'est-à-dire on réserve la coloscopie d'emblée aux sujets à risque élevé, je vais y revenir, ou très élevé, et pour les assurés, ce qu'on dit à risque moyen, c'est-à-dire qui ont pour seul défaut, je dirais, d'avoir atteint l'âge de 50 ans, puisque ce cancer est surtout fréquent au-delà de 50 ans et double à chaque décennie à partir de cet âge. On fait un test de sélection. Si le test trouve du sang microscopique, on fait une coloscopie. Et là, vous l'avez vu déjà, la pêche est fructueuse. Le gastro-entérologue va très souvent trouver des lésions anormales dans le côlon et ainsi éviter beaucoup de cancers. Alors aux États-Unis, c'est une approche multimodale du dépistage, c'est-à-dire que là, on dit aux assurés, vous faites le test qui est disponible ou que vous avez envie de faire, vous faites le test immunologique de recherche de sang dans les selles. Aux États-Unis, ils le recommandent tous les ans. Il y a aussi la recherche d'ADN tumoral dans les selles qui est disponible. Vous faites une coloscopie courte, ce qu'on appelait une rectosigmoïdoscopie, tous les 5 ans, ou vous faites une coloscopie complète tous les 10 ans, et vous serez dépisté. Suivante. Simplement pour dire que, voilà, toutes ces méthodes, que ce soit avant le test immunologique fécal, il y avait ce qu'on appelait l'hémoculte, qui était un test purement biochimique, qui était beaucoup moins performant. Mais ces tests, déjà, montraient leur efficacité. Et puis, il y a les tests qui explorent l'intestin, l'intérieur de l'intestin, sont des tests invasifs. C'est la coloscopie courte ou rectosigmoïdoscopie, qui maintenant est tombée un peu en désuétude, mais
elle avait une efficacité pour réduire la mortalité et même l'incidence du cancer du côlon, et la coloscopie complète, bien sûr, qui est on va dire le gold standard. La suivante. Je vais passer là-dessus pour dire qu'il y a eu des études, qu'il y a eu des études comparatives, notamment cette étude hollandaise. La Hollande, c'est un peu la capitale du test immunologique fécal, puisqu'il y a un taux de participation qui est compris entre 70 et 80%. Ça nous fait rêver, nous qui sommes retombés en dessous de 30% en France. Et là, dans ces conditions de forte adhésion, vous voyez, il y a 73% des Hollandais et Hollandaises qui ont participé à la campagne. Merci. Eh bien, on observe, par rapport à la coloscopie, qui a une adhésion moins bonne, puisque les gens ont tiré au sort pour faire l'un ou l'autre test, ben, ceux qui devaient faire la coloscopie, il n'y a que 1 sur 4, 24% qui l'a fait. Donc au final, la stratégie de conseiller la coloscopie retrouvait moins de ce qu'on appelle de néoplasie avancée, c'est-à-dire d'adénomes, de gros adénomes ou de petits cancers, que la stratégie qui consistait à faire le test tous les 2 ans, comme on le recommande chez nous en France. Voilà, donc je vous l'ai dit, ce sont 2 armes complémentaires, c'est une stratégie de sélection qui permet de trier les assurés auxquels on fait la coloscopie et de trouver de réduire le nombre de coloscopies normales, donc inutiles, même si une coloscopie normale, on ne le sait qu'a posteriori quand on a fait la coloscopie, bien sûr. Alors, voilà un résumé de la stratégie qui est proposée en France pour le dépistage du cancer du côlon. Si vous êtes un assuré, je dirais, sans facteur de risque particulier, vous avez entre 50 et 74 ans, hommes et femmes, sans antécédents significatifs, bien sûr sans symptômes non plus. Si vous avez des symptômes, si vous avez du sang dans les selles, si vous avez de la constipation, surtout si elle est récente, si vous avez une alternance de diarrhée et de constipation par exemple, ou des douleurs abdominales inexpliquées, eh bien vous n'avez pas de test de dépistage à faire. Il faut aller voir le médecin, voir le gastro-entérologue pour faire une exploration à visée diagnostique. Qu'est-ce qui cause ces troubles ? Donc, quand on a du sang macroscopique dans les selles, on ne fait pas une recherche de sang microscopique, ça ne sert à rien, bien entendu. Donc là, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas d'antécédents personnels ou familiaux particuliers, simplement vous avez 50 ans, entre 50 et 74 ans, vous faites le test et vous le refaites tous les 2 ans, parce que plus vous le faites, plus vous réduisez le risque de faux négatifs de ce test. Il y a une deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les sujets à risque élevé, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont eu eux-mêmes un polype ou un cancer, et là on les surveille par coloscopie, ou bien qui ont dans leur famille un parent du 1er degré, donc un frère et sœur, le père ou la mère, qui ont eu un cancer du côlon ou un polype du côlon, un adénome, et qui ont eu cette pathologie avant 65 ans. Là, ça augmente votre risque, qu'on considère multiplié par 3 ou 4, et dans ce cas, il vaut mieux, on conseille de faire plutôt une coloscopie d'emblée, plutôt que de passer par l'étape du test. Il y a une deuxième catégorie particulière, ce sont les patients ou les patientes qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est-à-dire chronique, c'est-à-dire une rectocolite hémorragique par exemple, ou une maladie de Crohn colique. Là, le cancer est à risque, ce sont des sujets qui ont un risque plus élevé de faire un cancer, mais ça ne passe pas par le polype, l'étape du polype. C'est de la dysplasie qui apparaît, qui est due à l'inflammation de la muqueuse. Et là, le meilleur traitement pour ces personnes, c'est de bien soigner leur rectocolite hémorragique avec les bons traitements, et puis de faire des coloscopies régulières avec des biopsies pour chercher de la dysplasie dans la muqueuse, et si tel est le cas, de l'enlever par un moyen ou par un autre. Donc là, c'est le passage par la coloscopie. Et puis il y a une catégorie très particulière, ce sont des cancers génétiques, ce sont les familles où il y a, ça représente à peu près 5% des cancers du côlon en France, ce sont les familles où il y a une polypose familiale. Alors ça, c'est une maladie très particulière, où le côlon, la muqueuse colique, est tapissée dès le rectum par des dizaines, voire des centaines de polypes.
c'est quelque chose qui dégénère toujours en cancer, souvent chez des jeunes, et donc on est amené pour la moitié, je dirais, des descendants, hein, c'est de la transmission génétique mendélienne classique, à avoir le gène de la maladie dès qu'ils développent des polypes. On leur propose une ablation complète du côlon et du rectum. Et heureusement, maintenant que les techniques chirurgicales ont progressé, les chirurgiens savent faire des anastomoses entre l'intestin grêle, ce qu'on appelle l'iléon, et l'anus, donc des anastomoses iléo-anales qui permettent à ces jeunes gens, lorsqu'ils sont opérés, de garder une continuité digestive, même s'ils n'ont pas un confort absolu, puisqu'ils ont souvent des selles assez nombreuses. Et le syndrome de Lynch, ce qu'on appelle le cancer du côlon héréditaire sans polypose, ou HNPCC, c'est plus fréquent que la polypose familiale, ça donne des cancers du côlon chez des jeunes aussi, un peu plus âgés, c'est plutôt vers l'âge de 25 ans, 30 ans, parfois plus âgés. Et là, ce sont des cas, là aussi liés à une mutation que l'on cherche en consultation d'oncogénétique pour savoir quels sont les descendants qui sont porteurs de cette mutation, de cette tare, et qui doivent être surveillés là aussi par des coloscopies avec des colorations particulières pour dépister des polypes blancs très difficiles à voir et pouvoir leur éviter l'apparition d'un cancer du côlon. Alors, si on commence le dépistage à 50 ans, c'est parce que avant on considère que le risque est faible. Il n'y a que 5% des cas de cancer du côlon et du rectum qui se développent avant 50 ans. Alors, bien entendu, vous l'avez déjà compris, la réussite du dépistage organisé, ça dépend avant tout de la participation. Ici, c'est dans un groupe d'assurance de santé, le Kaiser Permanente Northern California, qui a introduit le test immunologique fécal 10 ans avant nous en France, en 2006. Et ce sont donc aux États-Unis des adeptes du dépistage multimodal, mais donc soit le test, soit la coloscopie courte, eh bien vous voyez qu'ils arrivent quand même à avoir, ils ont fait monter la participation. Alors il y a des mesures un peu coercitives aux États-Unis, hein. Si vous ne dépistez pas, vous ne serez peut-être pas pris en charge pour vos soins, pour le coût de vos soins, donc évidemment ça incite à le faire. Eh bien, vous voyez que le taux de couverture est passé de 40 à 83% dans cette... 48% des assurés font un test sur les selles, ils le font tous les ans, alors que chez nous on le recommande tous les 2 ans, donc il y a une bonne adhérence au test. Et la coloscopie tous les 10 ans, c'est 33% des assurés de cette mutuelle de santé, de cette assurance de santé qui l'ont fait. Rectosigmoïdoscopie, c'est anecdotique comme chez nous, 1%. Alors, voilà, les résultats chez nous sont terribles parce que même si ce test immunologique fécal est bien plus efficace que le vieux test immunologique qui a été abandonné chez nous en 2015, c'est un test qui détecte 2,5 fois plus de cancer, 4 fois plus d'adénome avancé. Il est plus simple puisqu'il y a un seul prélèvement de sel à faire, une seule fois tremper le bâtonnet dans un estron, et non pas 6 fois en 3 jours avec l'hémoculte. Donc c'est quand même beaucoup plus... Il y a 5 minutes à consacrer à la réalisation du test. Pour ceux qui l'ont fait, je pense que vous ne me contredirez pas. Ce test est beaucoup plus fiable, sa lecture est automatisée. On voit dans les études qu'il entraîne aussi non seulement une baisse de la mortalité du cancer colorectal, mais il entraîne aussi une baisse drastique de l'incidence, de la fréquence, puisque on détecte beaucoup, vous l'avez compris, de lésions précancéreuses que l'on enlève. Eh bien, malgré tout ça, eh bien, le taux de participation qui, après le Covid, était monté jusqu'à 34%, eh bien là, il est retombé en dessous de la barre des 30%. Donc, on est à 29,6% de participation sur la période 2023-2024. Donc ça, ce sont les assurés à risque moyen qui sont invités. Il n'y en a que 1 sur 3. Et quand il y a eu le plan décennal contre le cancer, le président de la République avait annoncé ça, un Français sur 3, un Français, une Française sur 3. Ben, ça ne bouge pas, c'est les mêmes taux que quand il y avait l'hémoculte, ça n'a pas bougé d'un iota, alors que vous voyez en Finlande 79%, aux Pays-Bas c'est passé à 73%, en Autriche 64%, le Portugal même 41%.
l'Espagne, l'Italie, ils sont tous meilleurs que nous. Il n'y a que, heureusement, il y a les pays de l'Europe de l'Est qui, là, ont fait mieux. Et voilà quelle est l'évolution. Vous voyez, on était à 33% avec l'hémoculte au début de la courbe en France. On a chuté ici jusqu'à 29% quand il y a eu en 2019 la rupture de stock. Il n'y avait plus de tests au moment du renouvellement du marché par l'assurance maladie, puisqu'il y a eu un procès du laboratoire concurrent pour... bon. Après, c'est remonté, pendant le Covid, c'est remonté, et d'ailleurs, il y avait eu un sondage BVA qui disait que 3/4 des Français déclarent qu'ils feront plus attention à leur santé dans le futur, suite à la crise Covid. C'est monté, on plafonnait à 34%, ça s'est arrêté, et puis là, reprise des invitations par l'assurance maladie, donc il y a eu un temps de latence un petit peu pour que ça démarre, et donc on a reperdu en participation, donc c'est catastrophique. La région PACA, on était à 5,5 points en dessous de la moyenne nationale. On est remonté, on est à 1,5 point. On est bien remonté en PACA. On est moins mauvais qu'avant. Mais enfin, c'est pas brillant, hein. Les Bouches-du-Rhône, vous voyez, c'est 26,9% de participation. C'est 26,7 en PACA, 29,6 en France. Alors, ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand on parle de participation, on parle de participation au test. Si on se remet un peu dans le modèle américain de dépistage multimodal, il est intéressant de voir sur l'ensemble des Français qui est couvert par un dépistage, que ce soit par la coloscopie ou par le test. Là, on a pris le critère coloscopie tous les 10 ans, qui est assez bien admis. Eh bien, vous voyez qu'aux États-Unis, alors je vous ai montré la Californie, le Kaiser Permanente, ils sont à 83% de couverture, mais sur l'ensemble du territoire américain, 59%, donc c'est quand même pas mal du tout. Et on a fait avec Santé publique France une étude qui montre qu'en France, en prenant ce critère qui est dépisté par le test ou par la coloscopie, on arrive à 48% de couverture et on est à 47% en région PACA. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même plus d'un assuré sur deux qui ne fait rien. Et donc il faut absolument essayer d'améliorer cette participation française. Alors, les autorités, pour une fois, ont donné des moyens, là, puisque c'était inscrit dans le plan décennal contre le cancer, et ça a été fait. La commande en ligne, elle a été mise en place en 2022. Donc on peut commander son test en ligne, mais évidemment, ça fait une sélection, il faut savoir se servir de l'ordinateur. Et puis si on répond à certaines questions, on croit bien faire en disant « oui, je vais dire que j'ai mal au ventre, comme ça ils vont me donner le test ». Ben non, c'est loupé, puisque si vous êtes malade, on ne vous fait pas un test de dépistage. Donc à la fin du questionnaire, on vous dit « vous n'avez pas le test ». Les pharmaciens, alors ça c'est très intéressant parce que qui ne va pas dans l'année voir son pharmacien, donc c'est bien que les pharmaciens puissent distribuer le test, mais il y a eu malheureusement un système de vase communicant, c'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin les chiffres le montrent, que les pharmaciens ont remis les tests, mais du coup les médecins qui sont habilités à le donner, c'est-à-dire les généralistes, mais aussi les gastro-entérologues bien sûr, les gynécologues, les médecins des centres de santé de l'assurance maladie, eh bien, les médecins apparemment ont moins donné de tests, donc il y a eu un système de vase communicant et au final on n'a pas distribué plus de tests. Donc il faudrait améliorer cette participation, il faut bien sûr aller de plus en plus vers les populations les plus défavorisées, puisque on se dépiste moins quand on est pauvre et quand on n'arrive pas à boucler les fins de mois, se préoccuper de sa santé c'est problématique. Mais il y a aussi des peurs et je crois que c'est la Fondation ARC qui a parlé qu'il fallait lever le tabou du caca, que c'était une urgence sanitaire parce que ils ont fait un sondage l'année dernière qui montrait que plus de la moitié des Français avaient un problème de parler des selles et que alors ils ont de l'embarras ou ils ont un dégoût de parler de ce sujet alors qu'apparemment, manifestement, ils considèrent que le test est fiable, qu'il est sans danger, qu'il est facile à réaliser, mais malgré tout, ils ne le font pas parce qu'il y a ce tabou. Alors on a vu cette année
peut-être certains d'entre vous l'ont vu, des campagnes un peu plus agressives, comme la campagne de la Ligue qui était Vachier. Tout ça, c'est pour essayer peut-être de choquer, c'est peut-être un peu avec l'énergie du désespoir aussi, en se disant rien n'y fait. Voilà, donc, alors il y a une autre question, c'est est-ce qu'il faut élargir les bornes d'âge? Alors, il y a déjà la question des jeunes, c'est-à-dire des moins de 50 ans. Aux États-Unis, depuis 2020, le dépistage a été avancé à 45 ans. Et la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, où ils ont 59% de couverture, c'est en incluant les 45-50 ans, qui pourtant adhèrent très peu à ce dépistage à cet âge-là. Mais ils ont augmenté parce que il y a des chiffres qui sont très inquiétants, puisque vous voyez que globalement, l'incidence et la mortalité du cancer colorectal, là ici c'est aux États-Unis, ça diminue, donc tout ce qui est fait est efficace. Mais si on regarde les histogrammes noirs, en noir ici, ça c'est les cancers chez les moins de 50 ans, qui sont rares heureusement, mais dont l'incidence augmente. Et au niveau mondial, on assiste depuis ces 30 dernières années, il y a eu une augmentation de plus qu'un doublement, 140% d'augmentation des cancers du côlon et du rectum chez les jeunes, chez les moins de 50 ans, et on invoque les problèmes de sédentarité, d'obésité des adolescents, l'alimentation type occidentale avec un excès de viande rouge, mais aussi de charcuterie, les aliments ultra transformés qui semblent jouer un rôle très délétère aussi dans cette situation. Alors, en France, jusqu'ici, on a échappé à cette augmentation du cancer du côlon chez les moins de 50 ans. Et puis, il y a un an, en décembre 2023, une publication qui montre que, pour la première fois, on observe chez les femmes entre 40 et 50 ans une augmentation de l'incidence. Donc, il faut savoir que globalement, l'incidence du cancer colorectal diminue chez l'homme, et chez la femme, elle est en légère augmentation. Vous voyez que c'est un peu plus important depuis 2010. Voilà, donc les femmes, augmentent leur risque, un peu comme on l'a vu dans les cancers ORL, en essayant de reprendre, y compris les défauts des hommes. Et elles arrivent parfois à faire mieux. Voilà, donc il y a une espèce de trépied pour la prévention du cancer colorectal. C'est effectivement une activité physique régulière, une nutrition équilibrée, ça va vous être détaillé dans la conférence qui suit, et puis le test de dépistage qui est, j'espère vous en avoir convaincu, qui est également un outil de prévention. Et donc pour faire rentrer ces idées, on a créé, comme le disait Didier, une course. J'ai créé avec mon équipe à la Timone une course en 2017 où justement l'activité physique est mise en valeur par la course ou la marche, pour ceux qui ont les genoux un peu déglingués. Et bien entendu, on fait de l'éducationnel au niveau de la nutrition aussi. On prône le test de dépistage et pour attirer un petit peu du monde, notre footballeur vedette à Marseille, Basile Boli, qui nous a ramené la coupe à jamais les premiers, la Coupe d'Europe, est le parrain de cette manifestation, puisque j'avais traité un de ses amis proches d'un cancer du côlon, qui va très bien d'ailleurs, mais en la matière, j'espère vous avoir démontré qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous remercie. Voilà, absolument. Vous avez tout à fait raison. Donc j'ai surtout développé la tranche des 45-50 ans. Je pense qu'il faudra à un moment donné faire comme les Américains, même si on est toujours un peu décalé par rapport à eux. On a les mêmes mauvaises habitudes, mais on le fait toujours avec un peu de retard. Donc les 45-50 ans, ça va devenir un sujet. Les
74-79, c'est-à-dire jusqu'à 80 ans. C'est un sujet dès maintenant. Moi, personnellement, j'y serais favorable. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 74 ans? Il y a même des pays où c'est recommandé seulement jusqu'à 69 ans, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans. 74 ans, il faut se rappeler que ces études qui ont montré, je ne vous les ai peut-être pas montrées, mais les études qui ont montré l'efficacité de l'hémoculte à l'époque, c'était le test qui était utilisé pour réduire la mortalité par cancer du côlon, elles ont à peu près 30 ans d'ancienneté, hein, même un peu plus. Donc à l'époque, c'était une époque où avec Didier, on se rappelle très bien que quand on avait des patients de plus de 75 ans, généralement, on ne leur faisait pas de traitement agressif. Hein. Moi, dans ma spécialité, on a arrêté de faire de la chimiothérapie après 75 ans. Même les chimiothérapies préventives post-opératoires, elles n'étaient pas faites parce qu'on considérait que on ne pouvait pas le supporter. Bon. Depuis, on a eu près de 10 ans de plus de longévité. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette étude récente faite par le FMI qui montre que actuellement, on a à 70 ans, on a, je dirais, la forme physique d'un homme ou d'une femme de 54 ou de 55 ans dans les années 2000. Donc voilà, donc il y a des choses qui ont changé. Ce que je peux recommander quand même, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Et avec les taux de participation que l'on a, les décideurs nous rient au nez quand on dit qu'il faut encore augmenter la tranche d'âge, puisque sur une tranche d'âge vraiment à risque, on n'est pas capable de faire participer les assurés. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Mais il faut, je crois, être attentif dès qu'on atteint les 70 ans, de bien faire ces tests tous les 2 ans, puisque là on va dépister beaucoup de lésions en faisant les tests tous les 2 ans. Il y a un risque que ce soit positif et on va faire la colo. Et donc, bon, arrêter après, c'est pas un drame, mais l'évolution se fera sûrement vers un élargissement jusqu'à 79 ans, à condition que le médecin traitant soit vraiment un acteur à ce moment-là du dépistage et fasse le tri, parce qu'il ne faut pas non plus dépister des gens chez lesquels la réalisation d'une coloscopie ferait courir un risque vital. Hein, si vous avez un certain nombre de pathologies chroniques graves, voilà, il y a cet équilibre à trouver. Plus on vieillit, plus on a de risques effectivement d'avoir des pathologies associées. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Est-ce que les diverticules peuvent devenir... Est-ce que Non. Voilà. Les diverticules sont très fréquents au sein de la population, pratiquement une personne sur 2 en a à partir d'un certain âge, et il n'y a aucun lien avec le cancer, ni avec les polypes. Jean-François Seitz, merci beaucoup pour cette Merci. exposé.